Merci, bonjour à tous. Je suis vraiment ravie d'être là. Je voudrais remercier le Musée de la photographie et l'Université d'Antananarive, et en particulier, on se connaît depuis très longtemps, et je voudrais commencer par un cadeau que j'ai pour l'Université de Tana, que je voudrais remettre à Eliante. C'est ma thèse, qui est un peu lourde, que j'ai fait imprimer et que je voudrais offrir à l'Université de Tananarive pour les étudiants. Merci. Donc, ma thèse date un petit peu aujourd'hui, mais il est trop tard pour bien faire et restituer mes travaux à Madagascar. Donc j'ai commencé à travailler sur les Makua. Alors on dit bien Makua, on prononce le A, puisque ce n'est pas un mot malgache, c'est un mot mozambicain. On en reparlera. Donc on prononce bien le A. Donc j'ai commencé à travailler sur les Makua il y a exactement 20 ans, en août 2004. Donc tout ça ne nous rajeunit pas. Et, et j'avais commencé par faire un mémoire de maîtrise à l'époque. J'étais à la Sorbonne à Paris. Et puis finalement, j'ai travaillé pendant 10 ans sur ce sujet. J'ai fait un mémoire de maîtrise, de DEA à l'époque, donc Master 2 aujourd'hui, et une thèse. Donc c'était 10 ans de travail et en terrain à Madagascar en 2004. Expliquer un petit peu mon terrain, puisqu'il est à la base de cette recherche, puisque comme est intitulée ma thèse, Histoire et mémoire, j'ai commencé par récolter les mémoires de descendants de Makua sur la côte ouest de Madagascar, et c'est à partir de ces mémoires que j'ai retracé l'histoire de leurs ancêtres. Donc ici, vous voyez le terrain que j'ai effectué. Donc en 2004, il y a 20 ans, j'avais commencé à faire des enquêtes dans les villages Makua de Murundav. Et mon terrain s'est élargi à une grande partie de la côte ouest de Madagascar, donc de Murundav jusqu'à Majanga, donc le Menabe, l'Ambuku Mailak, une petite partie du Boune. Et en 2008, quand je suis revenue, j'ai vécu 1 an à Madagascar dans le cadre de ma thèse de doctorat, où j'ai fait un gros terrain. Et donc, j'ai remonté cette côte pendant 6 mois. Et je suis allée de village en village auprès des familles Makua pour récolter et recueillir les mémoires. Mais tout a commencé à Murundav, où on m'a dit si tu t'intéresses à l'Afrique, aux gens qui viennent de l'Afrique, il faut voir Bwana-Kazambo. Et Bwana-Kazambo était une sorte de personnage important, de chef lignagé Makua de Murundav. Et on était sur le canal du Mozambique. Et là, il m'a transmis les traditions orales Makua qui commencent toujours par « Nos ancêtres sont venus d'au-delà des mers ». Et quand j'ai entendu pour la première fois ces récits, je me suis dit c'est ça qui m'intéresse, c'est d'explorer les liens entre les deux rives du canal du Mozambique. Et Bwana-Kazambo m'a plus ou moins adoptée dans sa famille, et donc j'ai vécu dans ces villages Makua de Murundav, et c'est lui qui m'a accompagnée pendant tout mon terrain en 2008, parce que bien sûr je ne pouvais pas faire ça toute seule. Donc je l'ai fait vraiment accompagnée de représentants de la communauté Makua, et souvent ils partageaient des liens familiaux. Donc c'est comme cela aussi qu'on a pu me transmettre une histoire qui reste bien sûr à bien des égards sensible et qui n'est pas évoquée dans la sphère publique. On y reviendra. Donc au cours de ces terrains, surtout en 2008, j'ai interrogé plus d'une centaine de familles, la plupart des descendants de captifs Makua, mais aussi des descendants de maîtres et de traitants d'esclaves. Donc sur cette partie de la côte ouest de Madagascar, j'ai récolté des centaines de récits oraux sur l'histoire de la traversée des ancêtres, et j'ai reconstitué une 60aine de généalogies. Donc ici, comme vous voyez, un exemple de généalogie Makua. La plupart se rattachent à des grands-parents ou arrière-grands-parents. Donc, en gros, les anciens, c'était souvent des personnes âgées que j'ai interrogées sur le terrain, étaient seulement les petits-enfants ou arrière-petits-enfants
des ancêtres nés au Mozambique, déportés à Madagascar et asservis à Madagascar. Donc on était vraiment dans une histoire récente de l'esclavage qui remontait à 2-3 générations, puisqu'ils sont finalement les descendants des derniers déportés, des derniers esclaves. Ça c'est important, puisque finalement mon travail l'a porté sur les derniers arrivés à Madagascar. Ça ne représente pas l'histoire de tous les captifs qui ont été déportés de l'Afrique orientale à Madagascar, mais j'ai pu reconstituer l'histoire, en tout cas des derniers déportés, si on peut dire. Donc c'est une histoire qui est vraiment récente, une migration forcée extrêmement récente qui s'est achevée autour de 1900. D'accord, extrême fin 19e et parfois dans le Bouina jusque dans les années 1900. Donc c'est vraiment assez récent. Et j'ai aussi reconstitué des généalogies de descendants de maîtres et de traitants. Donc ici c'est une famille, je pense que c'est Tambourane, oui, avec des origines bien sûr sakalaves, mais comoriens aussi, et est-africains. C'est ça qui est très intéressant sur la côte ouest de Madagascar, c'est que la relation à l'Afrique est complexe, et même si elle a été en partie tissée par les réseaux de traite d'esclaves, pas seulement. Il y avait d'autres réseaux commerciaux et même des alliances matrimoniales. Et on retrouvait, par exemple, des Ngoji, c'était des habitants d'Angoche qui étaient des Est-Africains de culture swahili, sur la côte de l'actuel Mozambique, et eux n'ont jamais été esclaves. Donc d'être d'origine africaine n'est pas du tout forcément synonyme d'être d'origine esclave, si je schématise, d'accord ? Mais on pourra revenir sur cela. Et surtout, ce qui est aussi très intéressant, c'est que certains parlaient la langue makua du Mozambique, parlée par les esclaves. Donc voilà, c'est très complexe. Mais bien sûr, tout le monde sait qui est descendant de qui. Mais la particularité en plus dans l'Ouest, pour complexifier les choses, c'est qu'il pouvait y avoir des intermariages entre des descendants de maîtres et d'esclaves. Ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, en Imerne. Sur la côte Ouest, on retrouve de tels mariages et des descendants qui héritent de toute cette histoire complexe. Et ici, ce sont les photographies des descendants pour la très... Quoi ? Vous m'entendez ? Oui. Si je me permets de montrer ces photographies, c'est qu'ils m'ont autorisé, évidemment, à les montrer et à transmettre leur nom. Certains, même, surtout de Murundav, insistaient pour que je transmette leur histoire en disant « Dis-leur que nous, on est fiers d'être Makua, nous connaissons nos ancêtres, nous connaissons notre culture, nous connaissons nos origines. » Donc c'est même plutôt parfois une revendication. Et c'est... Alors, il y avait évidemment quelques descendants, mais finalement assez rares chez les Makua, qui m'ont transmis l'histoire de leurs ancêtres, mais qui m'ont demandé de ne pas donner leur nom. Mais c'était vraiment très rare. Sur une centaine de détenteurs de tradition orale, il y en avait peut-être seulement 2 qui m'ont demandé de ne pas transmettre leur visage et leur nom. En revanche, c'était beaucoup plus courant, cette résistance, chez les descendants de maîtres sakalaves. Et donc, par respect, je ne vais pas dire leur nom, je vais dire le nom que ceux qui m'ont autorisé à le faire, évidemment. Oui, quand je vois ces images, ça me touche beaucoup. Ici, il s'agit de Bwana Kazambo, donc le monsieur qui a été le premier à me transmettre l'histoire de son grand-père, Kazambo, son grand-père seulement, vous imaginez ? Son grand-père qui est né au Mozambique et qui a été déporté à l'ouest de Madagascar, à Tambourane, et ensuite jusqu'à Murundav. Donc ici, ce sont des représentants de Makua, mais vraiment de toute la côte ouest, de Murundav, de Tambourane, de Majanga, vraiment de toute cette région. Mais ils partagent souvent même des liens matrimoniaux. Et par exemple, Ruruni, lui, c'était vraiment un très grand érudit Makua, qui parlait encore couramment Makua. Il se rattachait à 4 grands-parents nés au Mozambique.
4 grands-parents nés au Mozambique qui étaient déportés comme esclaves. Le mot esclave en devu est utilisé dans les récits. Amentiran. Donc lui, il habitait, bon malheureusement il est mort depuis, mais il habitait longtemps à Mentiran et il était à Majanga. Mais donc, voilà, sur toute la côte entre Majanga et Morundave, les familles souvent se connaissaient. On en reviendra, puisque tout ça est lié à l'histoire de la traversée forcée des mers du Mozambique à Madagascar. Ruruni, il a transmis des récits extraordinaires sur la traversée des ancêtres. Des récits, alors tous ces récits m'ont été transmis bien sûr en malgache sakalav, mais il faut savoir que à l'époque encore coloniale, certains parlaient encore vraiment dans les villages makua et des récits pouvaient être transmis en makua. Mais évidemment, moi, on m'a transmis en sakalav, bien que certains, comme Ruruni, parlaient encore makua. Et j'ai pu recueillir parfois des petits récits en makua, des chants, on pourra en rediscuter. Et puis aussi, j'ai pu recueillir des carnets de vocabulaire en makua et malgache, ça je pourrais revenir dessus. Donc Ruruni a transmis des récits sur la traversée forcée des ancêtres et qui mettent en évidence la violence extrême de la déportation et de l'esclavage, notamment comment les captifs ont été contraints, leur cou était entravé par des nattes ou du bois pour les maintenir. Ça pouvait remplacer les chaînes, si on peut dire. Donc il y avait vraiment une contrainte physique, il y avait des conditions terribles de la traversée qui se sont d'ailleurs extrêmement empirées dans le cadre de la traite illégale des esclaves. Donc j'y reviendrai. Alors, pour résumer un petit peu les choses, Madagascar a été, comme vous savez certainement, pendant des siècles, exportatrice de captifs. D'accord ? Elle a exporté des captifs, notamment vers la Réunion, l'île Maurice, mais même jusqu'en péninsule arabique et même jusqu'aux aujourd'hui les États-Unis, jusqu'en Amérique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au début du XIXe siècle ? Au début du XIXe siècle, il y a ce qu'on appelle un grand retournement des courants de la traite. C'est que Madagascar, qui a été exportatrice, va devenir importatrice de captifs. Et ce grand retournement, alors, ces différents courants ont coexisté. Ça veut dire, au cours du XIXe siècle, bien sûr, des captifs ont continué d'être exportés, mais à une moindre échelle. Ça a énormément diminué. Pourquoi ? Puisque à l'avènement du royaume de Madagascar, avec Radama Ier, il y a eu une interdiction de l'exportation de captifs de Madagascar. Et cette interdiction a été vraiment effective, d'accord, puisqu'elle a été entérinée par le traité anglo-merne avec les Britanniques de 1817. Donc, on interdit d'exporter des captifs. Et qu'est-ce qui se passe ? On se met à importer de plus en plus massivement des captifs de l'Afrique orientale. Alors, cette traite, elle est ancienne, on la relève même dès la fin du XVIIIe siècle. Simplement, qu'est-ce qui se passe au XIXe siècle ? C'est que ces captifs africains vont être de plus en plus retenus localement et asservis à Madagascar. Là est la différence. Madagascar est un véritable carrefour pour l'océan Indien occidental, est un véritable carrefour dans la traite d'êtres humains. Et ça a duré pendant le XIXe siècle. En gros, pour vous expliquer de manière un peu schématique, donc ici, vous comprenez, on a la côte du Mozambique et Sud-Tanzanie. Donc au nord, on a Zanzibar. D'accord ? Donc les captifs, la source d'approvisionnement était surtout le nord Mozambique. Donc le nord Mozambique à majorité Makua. Makua est le groupe linguistique, sociolinguistique majoritaire encore aujourd'hui dans le nord Mozambique. D'accord ? Et tous les captifs qui ont été amenés à Madagascar, même s'ils n'étaient pas tous d'origine Makua, ont été appelés par ce terme générique de Makua ou Mozambique en référence au Mozambique qui était le principal exportateur d'esclaves pour Madagascar. Mais on retrouvait quand même parfois des captifs qui venaient de l'actuelle
Tanzanie, mais ils étaient en minorité, d'accord? En majorité, les captifs étaient originaires du Mozambique, avec une très forte domination linguistique, si on peut dire, Makua. Donc, ces captifs, pendant longtemps, surtout à la fin du XVIIIe siècle, ils ne faisaient que passer, si on peut dire, à Madagascar, par Majanga et même par la côte Est. Ensuite, ils étaient déportés vers les Mascareignes, d'accord, pour la demande française, puisqu'à la fin du XVIIIe siècle, les Français étaient autant à La Réunion, d'accord, qu'à l'île Maurice. Hein. L'île Maurice était une colonie française à la fin du XVIIIe siècle encore. Donc Madagascar avait ce rôle de plaque tournante. Et comme je vous expliquais, au début du XIXe siècle, avec l'interdiction de l'exportation des captifs depuis Madagascar, Madagascar se met à importer de plus en plus, pour ses propres besoins, des captifs du Mozambique. Et alors, ça se passe à une époque où le trafic d'esclaves, le trafic d'êtres humains, est mis en illégalité progressivement. D'accord? Donc, ce trafic, cette traite, elle est reconnue comme illégale à partir des années 1810. Au moment où Madagascar se met à importer massivement des captifs du Mozambique. Donc, toute cette traite, elle se fait dans un cadre illégal. Et c'est pour ça qu'en tant qu'historien, c'est très difficile de pouvoir vous donner des chiffres, et on pourra en rediscuter sur les chiffres, puisque nous manquons de sources officielles, n'est-ce pas? Il n'y avait pas des registres, en tout cas pour l'arrivée des navires, puisque en majorité, ça se faisait dans un cadre plus ou moins illégal. Et au moment même où il y a eu une très forte intensification de l'importation de captifs du Mozambique, donc dans les années 1860, on est dans le pic de la traite, et c'est le moment où les ancêtres des Makua que j'ai interrogés ont commencé à arriver, d'accord, entre les années 1860 et 1880, c'est le pic de la traite, et c'est considéré comme illégal par le royaume de Madagascar même, par les traités signés avec les Britanniques. Dans les années 1860, le royaume de Madagascar re-signe des traités d'amitié et des traités de commerce avec les Britanniques, et ils reconnaissent que le trafic d'êtres humains est illégal. Mais simplement, la traite des Mozambiques est en pleine expansion. Et le trafic prend de telles proportions qu'on commence à penser que la seule solution pour éradiquer le trafic, c'est de libérer les Mozambiques, de prononcer l'affranchissement de tous les Mozambiques dans le royaume de Madagascar. Il faut bien comprendre que cette mesure, qui a été proclamée le 20 juin 1877 par le Premier ministre à Tana, d'abord, et puis ensuite dans les provinces, cette mesure n'était pas une mesure contre l'esclavage, c'était une mesure contre la traite des esclaves. La seule manière d'arrêter le commerce, ce commerce d'êtres humains, ce commerce de Mozambique, c'était de les affranchir. Mais en aucun cas, cela ne représentait, dans l'esprit de la reine, une tentative d'abolir l'esclavage à Madagascar, qui restait une institution légale inscrite dans les codes de loi de l'époque. D'accord? Donc c'était une mesure avant tout contre la traite et pour préserver l'amitié avec les Britanniques, qui était un allié, comme vous savez, stratégique pour le royaume de Madagascar. Donc cette libération des Mozambiques en 1877 a été étonnamment effective. Je dis étonnamment parce que ça a été quand même une petite bombe politique, quand même, puisque ça a représenté une population importante. Donc, pour vous donner quelques chiffres, le consul britannique Pakenham à l'époque, il a estimé qu'environ 25 000 Mozambiques ont été enregistrés, déclarés affranchis, donc en Imerne et dans les autres territoires du royaume, et notamment sur la côte ouest où la population mozambique était la plus nombreuse, n'est-ce pas? Mais que ces enregistrés, tous n'ont pas été enregistrés évidemment, et que cette abolition de 1877 a concerné en tout environ 100 000 Mozambiques, d'accord? Environ 100 000 Mozambiques auraient été affranchis par la loi de 1877.
Mais selon toujours le consul Pakenham, il estime que ce n'était qu'un tiers de l'effectif total. Donc il estimait qu'à la fin du 19e siècle, à la fin des années 1870, il y avait peut-être 300 000 Mozambiques à Madagascar. Et alors, ça reste des estimations, mais c'est pour vous montrer l'importance numérique de cette population servile est-africaine, à savoir que les Makwa ont formé le seul groupe servile à Madagascar issu de la traite externe. En gros, je caricature, c'était les seuls esclaves étrangers à Madagascar. Et alors, cette libération de 1877 a été extrêmement contraignante pour les maîtres, en particulier sur la côte ouest. Pourquoi ? Puisque, au contraire de l'Imerne notamment, où la majorité de la population servile était malgache, en fait, sur la côte ouest, c'était les Makwa qui étaient en majorité, et même dans certaines régions, les seuls esclaves. Il n'y avait pas d'autres esclaves à la fin du 19e que les Mozambiques. Donc vous vous rendez compte de l'impact que ça avait, surtout pour une économie qui était basée en partie quand même sur l'esclavage. Donc c'était extrêmement impactant, d'autant plus qu'en 1877, il n'était pas question d'indemnité. Donc les maîtres n'ont pas été indemnisés. Alors comment ils ont réagi ? Ils n'ont pas très bien réagi. Certains sont allés se plaindre auprès des officiers de la couronne, notamment à Majanga. À Majanga, en 1877, il y a eu seulement 1500 Mozambiques qui ont été enregistrés, mais c'était certainement une très forte minorité par rapport à l'importance effective de cette population. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que donc, certains n'ont pas les maîtres. Alors, les maîtres, sur la côte ouest notamment, il s'agissait beaucoup d'officiers mernes, et de notables Sakalaves, et évidemment les plus puissants étaient les plus grands possesseurs, et notamment les rois Sakalaves. Les rois Sakalaves étaient des très grands possesseurs d'esclaves. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, les maîtres, certains ont accepté la loi. Les Mozambiques devenaient sujets de la reine. Donc, ils étaient symboliquement, les représentants des Mozambiques en 1977 ont donné le Hasina pour la couronne. Ils devenaient imposables. Ils étaient des sujets de la reine. Et d'ailleurs, sur la côte ouest, notamment à Murundave, on leur a donné des terres. La reine leur a donné des terres à cultiver, et donc ils ont pu avoir un ancrage territorial et construire leur taninjas à Madagascar, et même avoir une certaine autonomie, notamment économique, et certains même ont formé une petite élite, notamment à Murundave. Ce n'est pas évidemment le cas de tout le monde, et en particulier de ceux qui ont été amenés par leurs maîtres qui fuyaient la loi dans les régions qui sont restées indépendantes. Puisque vous savez, à l'époque du royaume de Madagascar, il y avait encore des régions qui étaient restées indépendantes, et notamment toute cette région, le Nord Ménabé, toute cette région était indépendante. D'accord ? La loi de Tananarive ne s'appliquait pas. Et c'est là où la traite a continué jusqu'à la extrême fin du 19e siècle, jusqu'à l'arrivée des Français. Donc c'était vraiment un bastion du trafic. Et c'est là où les ancêtres des Makwa que j'ai interrogés ont été déportés, sont arrivés à la fin du 19e siècle. Et Mentiran a représenté le plus grand port de traite de captifs est-africains pour tout Madagascar. Jusqu'à présent, on ne connaît pas les chiffres exacts, mais ça a été un trafic considérable. Des milliers de captifs chaque année étaient introduits par Mentiran. Et alors, comme c'était dans un cadre illégal, comment on pouvait faire ? Alors, on essayait de les faire passer pour des esclaves anciennement arrivés. Et donc, parfois, ils étaient maintenus pendant plusieurs mois sur la côte ici. On leur apprenait le malgache pour ensuite les vendre à l'intérieur de Madagascar et dire « mais vous voyez, ils parlent malgache, donc ça fait longtemps qu'ils sont là ». On utilisait beaucoup de stratégies pour contourner l'interdiction du trafic. Et dans ces régions restées indépendantes,
les Makua ont été maintenus en esclavage jusqu'en 1896. D'accord ? Donc les Makua au Mozambique ont connu plusieurs libérations. En 77, ensuite il y avait aussi des émancipations au sein même des sociétés sakalaves au fur et à mesure des générations, où parfois certains pouvaient avoir des affranchissements individuels par leur maître. Donc il y avait différentes, on pourra en reparler, des stratégies d'émancipation, mais en termes de libération collective, il y avait 1877 et 1896 pour les régions restées indépendantes. 1896, comme vous savez, c'est l'année où Madagascar, donc devenue colonie française, l'esclavage a été aboli par la loi coloniale. Et on estime qu'un demi-million de personnes ont été concernées par cette abolition en 1896. Donc un demi-million pour vous transmettre l'importance que ça représentait, cette population servile. Un demi-million, il ne s'agit pas de Mozambique, hein, on a bien compris, il s'agissait surtout de Malgaches. À l'époque, à la fin du 19e siècle, on estime que pour l'ensemble de la Grande Île, il y avait environ 2,5 millions de personnes. 2,5 millions, dont quand même une très forte proportion en Imerne qui était très peuplée. Donc un demi-million de personnes pour 2,5 millions, c'est énorme. C'est peut-être un tiers de la population qui était de statut servile. Alors après, on pourra en discuter parce qu'évidemment, il y avait des conditions diverses, des situations diverses qui dépendaient souvent du maître d'ailleurs. C'est complexe, l'esclavage à Madagascar. Et puis moi, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai surtout travaillé sur la côte ouest, donc je suis beaucoup plus familière de l'histoire de l'esclavage sur la côte ouest. Mais on peut en discuter et je trouve que c'est très intéressant de pouvoir comparer les situations serviles sur la côte ouest et notamment sur les hautes terres. La grande différence qu'on peut noter, c'est que sur la côte ouest, il y avait plutôt une influence vraiment africaine en fait, et notamment de l'ère swahili. Et on retrouvait des pratiques serviles qu'on retrouvait aussi sur la côte est africaine. Et en gros, pour schématiser un peu, il y avait beaucoup plus de diversité de fonctions serviles sur la côte ouest que sur les hautes terres. Et peut-être davantage aussi de moyens d'émancipation sur la côte ouest. Pourquoi ? Parce que en fait, déjà, les esclaves Mozambique pouvaient être, même s'ils ont été certainement en majorité des agriculteurs, donc employés pour cultiver des terres, c'était des sortes d'esclaves de plantation hein, à Madagascar. Sur la côte ouest uniquement, ils pouvaient être des soldats du roi, donc il y avait des guerriers Makua, ce qu'on ne retrouvera jamais sur les hautes terres, puisque c'était même le qualificatif, c'était un des droits des hommes libres au sein du royaume de Madagascar de porter les armes. C'était caractéristique des hommes libres. C'était impensable que des Andev puissent porter les armes. Alors que sur la côte ouest, en tout cas, il y avait des guerriers Mozambique pour les rois locaux. D'accord ? Il y avait des concubines Makua. Donc les femmes, notamment, avaient d'autres voies d'émancipation. Elles pouvaient donc être des épouses de chefs ou de rois sakalaves, et leurs enfants étaient de statut libre et même noble. Donc, alors que les alliances matrimoniales en Imerne, on ne retrouvait pas du tout la même chose, alors que sur la côte ouest, effectivement, les alliances matrimoniales, n'étaient pas extrêmement courantes, hein, mais étaient possibles, et surtout pour les femmes Makua. En revanche, il était quasiment impossible pour un homme Makua de se marier avec une femme sakalave. Ça, c'était très très mal vu, mais pour une femme Makua, c'était davantage possible. Et encore une fois, les enfants étaient libres. Donc ici, c'est donc la loi de 1877 qui avait été prononcée le 20 juin à Tana et ensuite qui avait été déclarée dans toutes les provinces. Et donc, il s'est passé quelque chose un peu d'extraordinaire aussi durant ces années de recherche. C'est que, donc, comme je vous disais, la première fois que j'ai recueilli des mémoires orales Makua, c'était dans les villages Makua de Morundave. Et donc, je recueille l'histoire de mes grands-parents, arrière-grands-parents,
Et à Morundave, comme je vous disais, ils ont formé une sorte d'élite, et notamment, ils étaient proches de la mission luthérienne norvégienne, qui était installée à Morundave, et donc ils étaient des lettrés, ils ont été tôt alphabétisés, et ils ont été même, pendant la période coloniale, des auxiliaires de l'administration coloniale. Bref, ils formaient une sorte de petite élite. Et donc, il me disait, oui, mon grand-père, il a été avec les missionnaires norvégiens, etc. Ah, très bien. Et en 2006, quelques années après, je me dis, bon, je vais en Norvège, aux archives missionnaires, et je retrouve les récits de vie de ces grands-parents-là, qui sont des anciens esclaves Makua venus du Mozambique. Et donc, c'était extraordinaire de retrouver ces récits de vie, parce que là, c'est vraiment la parole des anciens esclaves eux-mêmes. On ne peut pas... voilà, bien sûr, toute source est critiquable, mais là, il s'agissait quand même de leur témoignage de vie. Et donc, j'ai pu retracer. Donc ici, c'est un exemple de trajectoire de Kalamba et Mikal. Donc, il faut savoir que c'était des grands-parents de vieux Makua que j'ai interrogés, hein, Morundave, hein, leurs grands-parents. Ce n'est pas une expression, c'est seulement en 2 générations. Donc, Kalamba, il est né autour de 1860, dans les années 1850-1860, dans ce qui est aujourd'hui le nord du Mozambique, en pays Makua. Donc, il était vraiment de culture et de langue Makua. Il explique comment il a été enfant kidnappé, comment il a été il a connu une première mise en esclavage à l'intérieur même de l'Afrique. Et puis, il a été déporté jusqu'à Angoche, qui était un port de traite qui était tenu par des sultans de culture swahili. C'est compliqué, puisque Mozambique, c'était un port portugais. Mais Angoche, à quelques kilomètres au sud, c'était tenu par des traitants swahili. C'est la complexité de cette région. Donc à Angoche, qui était un très grand port de traite, hein, d'esclaves dit Mozambique pour Madagascar. C'était un des plus grands ports d'approvisionnement pour Madagascar. Et donc d'Angoche, Kalamba a été déporté jusqu'à Mentiran. À Mentiran, il explique déjà les horreurs de la traversée, et donc il témoigne des conditions terribles de la traversée en boutre, surtout dans un contexte de traite illégale, où les captifs étaient terrorisés, on leur disait qu'ils allaient se faire manger par les Malgaches. Il y avait ce mythe du cannibalisme, parce qu'en effet, qu'est-ce qu'on va faire de nous ? Il témoigne que certains se jetaient à la mer de peur de se faire manger par les Malgaches et se suicidaient, en fait. Voilà, pendant la traversée. À l'arrivée, il y avait des plages entières couvertes d'ossements autour de Mentiran, qui témoignaient en fait l'importante mortalité à l'arrivée. Alors oui, ça peut paraître un petit peu questionnant, puisque effectivement, c'est 400 km uniquement. Donc la traversée, on pouvait la faire en 5 jours, 5 à 7 jours, selon les courants. Mais c'était de telles conditions qu'il y avait tout de même beaucoup de mortalité. Bien sûr, ce n'était pas une déportation de 2-3 mois, comme ça pouvait être le cas pour les Amériques. Mais pour autant, il y avait encore une fois une très forte mortalité parce que les conditions étaient déplorables. Pourquoi ? Puisque d'après les traités internationaux, si on retrouvait dans un bateau de l'approvisionnement, de l'eau, etc., ça montrait que c'était des bateaux employés pour la traite de captifs. Donc, pour dire... Vous voyez, nous sommes juste des bateaux commerciaux. On ne mettait pas de nourriture, on ne mettait pas d'eau, on ne mettait rien du tout en cas de contrôle. C'est ce qui a aussi participé à détériorer extrêmement les conditions de la déportation. Et là, c'est des témoignages extrêmement forts, puisque ce sont des gens qui ont été déportés eux-mêmes, qui ont transmis leurs témoignages à ces missionnaires, qui l'ont réécrit en norvégien et que j'ai fait traduire du norvégien en malgache et du malgache en français et en anglais. Et il y a aussi la trajectoire de Mikal. Donc, leurs descendants sont à Morundave. Et Mikal, lui, a été déporté également du pays Makua, d'Angoche, mais lui, plutôt, ça a été à Bali. Bali était un port aussi très important, et en plus, Bali était en principe
faisaient partie des territoires du royaume de Madagascar, mais de manière effective, il n'y avait pas de contrôle. De manière effective, il n'y avait pas de contrôle, donc il y avait énormément de traite aussi à partir de Bali. Et de Bali, il a été vendu et déporté à Mentiran, et de Mentiran encore jusqu'à Morundave. Et on voit à travers tous ces récits les résistances aussi de ces captifs qui essayent de s'enfuir. Donc il faut savoir que la fuite était la première acte de résistance des esclaves à Madagascar. Donc ils essayent de fuir, mais on se rend compte qu'il n'y a pas d'échappatoire, surtout pour des hommes. Et la majorité des Mozambiques, des Makua, étaient des hommes. Hein. La grande majorité étaient des hommes. Bien que pour Madagascar, il y avait aussi des femmes et des enfants qui ont été retenus, et surtout sur la côte ouest pour les femmes. Donc il y avait peu d'échappatoires. Alors ils essayaient de jouer sur la diversité des autorités et des juridictions en place, puisque d'un territoire à l'autre, on pouvait changer de juridiction, passer vers les territoires du royaume de Madagascar, ou jouer sur les querelles entre les rois sakalaves locaux, puisque, in fine, dans l'Ouest, c'était les rois qui avaient le dernier mot, si on peut dire. D'ailleurs, dans l'Ouest, les maîtres n'avaient pas le droit de tuer les esclaves, en principe, en tout cas pour le Ménabé, c'était interdit, c'était uniquement par l'ordre du roi. Donc le roi avait quand même l'autorité suprême. Et ainsi, en 1877, donc quand tous les Mozambiques ont été affranchis dans les territoires du royaume de Madagascar, qui comprenaient Morundave et Majinga, qui étaient occupés de manière effective, où la loi s'est appliquée, plein de Mozambiques sont allés là-bas pour essayer de se faire affranchir. Donc on a eu un mouvement très important depuis ces territoires indépendants vers Morundave, vers Majinga, donc vers ces territoires du royaume de Madagascar pour être libérés de manière effective. Et j'ai même retrouvé, dans le sens inverse, notamment à Majinga, où des Mozambiques ont porté plainte envers les autorités du royaume de maltraitance, même après 1877, dans les années 1880, et ont même fui en fait, les territoires du royaume pour maltraitance, et essayer de trouver des liens de solidarité dans des territoires de royauté sakalave. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que même si on se rend compte, notamment à travers les récits de vie Makua, du processus de violence que c'était la déportation et la mise en esclavage, le fait de dépendre absolument d'un maître, de ne pas avoir autorité sur son propre corps, ni sur ses enfants. Beaucoup ont témoigné qu'ils ont été arrachés à leurs enfants, et après leur affranchissement, que ce soit après 1877 ou même après 1896, certains m'ont expliqué que leurs propres parents sont allés chercher leurs enfants dans différentes régions, essayer de reconstituer les liens familiaux parce qu'ils ont été du coup séparés de leur famille, puisqu'on pouvait vendre vos enfants en fait. Donc c'est ça vraiment, si on peut définir l'esclavage, en tout cas pour la côte ouest, c'est le fait de ne pas pouvoir s'appartenir, de pouvoir être vendu, de ne pas avoir autorité sur ses enfants, et surtout de ne pas pouvoir devenir ancêtre. Puisque les esclaves dans le pays sakalave, dans la société sakalave, étaient considérés comme timbarazana, sans ancêtre. Ils n'avaient pas le droit à fonder des tombeaux familiaux. Donc moi j'ai passé beaucoup de temps sur les tombeaux à Madagascar, sur la côte ouest, et en fait dans certaines régions, notamment vers Mentiran, quand je demandais où sont les tombeaux, ils m'amenaient dans les tombeaux des maîtres, parce qu'eux n'avaient pas de tombe propre. On retrouve des tombes Makua à Morundave, à Majinga, dans les endroits où ils ont pu s'organiser, ils ont été affranchis, ils avaient des terres. En fait, c'est un problème d'accès à la terre, évidemment. Mais dans les régions où la terre restait, les Tupuntan, les maîtres de la terre restaient les Sakalaves, voilà, il y avait des liens de dépendance qui ont perduré de manière très très forte et pendant très longtemps. Et d'ailleurs, moi encore dans les années 2000, quand j'ai faisais mes terrains d'enquête, je peux témoigner que j'ai vu des personnes réduites en esclavage encore, qui étaient dans des liens de dépendance absolue, voilà, avec les maîtres. Et ces personnes-là, par contre, je ne transmets pas leur nom. Et d'ailleurs, ils me disaient qu'ils n'avaient pas de nom. Quand je leur demandais, mais comment vous appelez-vous? Ils me disaient, je n'ai pas de nom, on m'appelle seulement Makua.
Et je devais demander l'autorisation, bien sûr, au maître Sakala, de pouvoir les interroger. Donc c'était des moments extrêmement pénibles, hein, parfois. Et la grande majorité des personnes qui continuent d'avoir ces séquelles-là, voilà, de cette histoire de l'esclavage, c'était des femmes. En très très grande majorité, il s'agissait de femmes. Ici, vous voyez, alors c'est en norvégien, il s'agit des récits de vie de Kalamba et Mikael. Donc Kalamba est à gauche et Mikael est à droite. Et donc c'est le petit-fils de Kalamba, qui s'appelle Kalambo d'ailleurs, que j'avais interrogé à Murundav, et qui m'a transmis l'histoire de son ancêtre, sans savoir que j'allais retrouver le récit. Et ce qui était extraordinaire, c'est en 2008, quand je suis revenue sur le terrain, je leur ai transmis le récit de leurs ancêtres, qu'on a fait traduire en malgache. Et donc, ça a été vraiment... voilà, il y a eu des moments extrêmement émouvants. Ici, il s'agit d'un des anciens villages Makua aux alentours de Mentiran. Donc, la population Makua était extrêmement, extrêmement importante autour de Mentiran, car comme je vous expliquais, il s'agissait du dernier gros port de traite, d'accord, jusqu'à la fin du 19e siècle à Madagascar. Et donc, au fur et à mesure, et surtout après 1077, ils ne pouvaient plus vendre dans les territoires du royaume les Mozambiques, puisqu'ils étaient libérés. Donc, ils ont été retenus localement. Et en étant retenus, ils ont formé une population extrêmement importante, à tel point qu'on a des témoignages de l'époque. Ici, le voyageur Doulio, en 1891-92, qui voyage dans cette région. Et à Mentiran, il mentionne il y avait des plantations de riz, de sorgho, de graines, de bananes, cultivées par des milliers d'esclaves Makua. Donc vous voyez, 1891, ils sont encore maintenus en esclavage dans ces régions-là. Vous pouvez marcher durant 2 jours sans trouver un seul acre de terre qui n'était pas cultivé et sans rencontrer un seul homme libre. Donc ils ont formé une population servile extrêmement importante dans ces régions. Et on peut bien comprendre pourquoi. Aujourd'hui, en fait, proportionnellement, il restait très peu de personnes dans les années 2000 qui se revendiquaient d'une identité Makua, même s'ils vont dire, en fait, tous les descendants de tel ou tel ou tel village, ils sont Makua, mais aujourd'hui, on est Sakalav. Donc, il y a aussi ce mythe qu'on m'a aussi rapporté à Tamburan, parce que Tamburan aussi, il y avait beaucoup de Makua. Aujourd'hui, on me dit, il restait plus que 2-3 personnes qui se disaient Makua, puisqu'il y a ce mythe qui est encore transmis, que les Makua ont une malédiction. Leur mère en Afrique les a maudites, les a maudits, mais c'est symbolique bien sûr tout cela, et on leur a dit qu'ils n'auraient pas de descendance. Et ça, c'est vraiment très symbolique en fait, de l'esclavage, puisque l'esclavage, c'est, n'est-ce pas, la mort sociale, de l'identité sociale, et on ne peut pas faire de filiation reconnue par la société en général. Donc, la seule manière de vraiment s'émanciper, c'est à travers les générations et de se fondre dans une identité locale qui est sur la côte ouest en majorité Sakalav, et de devenir Sakalav, et donc d'oublier, si on peut dire. Et c'est ce qu'on dit dans l'ouest, on dit tous ces Makua, ce sont comme des sangliers qui renient leurs ancêtres. Et ça, ce sont les Makua de Murundav qui disent ça, mais parce que les Makua de Murundav, ils sont dans une position où ils peuvent justement s'exprimer, revendiquer, parce qu'ils sont dans une position sociale qui le leur permette. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Ici, c'est un grand chef Sakalav, Alidi, de Mentiran. C'est une photographie qui a été prise par Doulio, toujours en 1891-92, et qui montre ses nombreuses concubines Makua. Donc Alidi était un grand traitant d'esclaves, et lui-même avait des concubines Makua, et leurs enfants étaient de statut libre, étaient considérés même comme des notables, enfin de haut rang Sakalav. Oui, alors ici, c'était pour vous montrer un peu la diversité des situations des Makua durant la seconde moitié du 19e siècle. Donc,
Par exemple, à Morundave, ils étaient affranchis après 1877. Donc, ils ont formé des Tanamakua, des villages Makua libres. Ils avaient accès à la terre, ils pouvaient cultiver leur terre. Et au fur et à mesure, ils ont eu cet ancrage. Ils ont construit des tombeaux. Ils sont construits en groupe ancestral. Et ils ont pu maintenir pendant très longtemps leur culture. D'abord leur langue, leur culture musicale, leur culture aussi gastronomique, parce qu'il y avait des spécialités Makua, etc. Et les liens aussi familiaux qu'ils avaient. Si vous alliez dans cette région-là, comme je vous disais, ils étaient encore maintenus en esclavage, vous voyez. Et si vous alliez à Nosy-Be ou Mayotte, ils étaient soi-disant engagés, puisque l'esclavage était aboli depuis 1848 dans les colonies françaises. Donc, selon les endroits où ils étaient établis, ils avaient des situations et des statuts juridiques différents et des conditions différentes. Et comme je vous expliquais, ils passaient d'un territoire à l'autre pour changer leur situation. Donc certains de Mentiran fuyaient pour aller par exemple à Morundave et être libérés. D'autres de Nosy-Be allaient sur la Grande Terre et inversement, selon les maltraitances qu'ils avaient, les moyens d'émancipation qu'ils avaient. Et donc ils ont pu jouer sur cette complexité, sur cette multiplicité des situations juridiques qu'ils pouvaient avoir à Madagascar. Alors, il y a aussi la question du retour en Afrique qui est important. Dans les récits de vie et les témoignages, j'ai pu vraiment recueillir beaucoup de choses sur cette question-là. Alors, surtout, notamment à Morundave, des Mossambiques se sont organisés après la première abolition, émancipation de 1877, pour retourner au Mozambique. Ils ont fait des demandes. On retrouve des lettres qui ont été adressées aux autorités du royaume de Madagascar qui demandent de rentrer au Mozambique et même plus précisément à Mozambique, à partir de Mozambique, donc dans le nord, en pays Makua, pour rentrer dans leur pays natal. C'est très important, pourquoi ? Parce que ça montre que même pour certains qui étaient depuis des décennies à Madagascar, ils ont gardé ce lien fort avec leur pays d'origine. Et la vraie émancipation, la vraie libération pour eux aurait été de rentrer chez eux, évidemment. Mais ils ont été empêchés par les autorités malgaches. Et la reine a même émis un sort de décret en 1878, un an après, pour dire qu'il est interdit aux Mossambiques de quitter le royaume de Madagascar, soi-disant pour éviter leur trafic, pour éviter qu'ils ne soient déportés à nouveau. Donc, ils étaient contraints de rester dans les territoires du royaume. Ils n'avaient pas le droit. Et certains, comme à Morundave, ont réessayé, quand il y avait un changement d'autorité, notamment à la période coloniale. À partir de 1896, il y a eu à nouveau des demandes pour rentrer au Mozambique, et à nouveau, les autorités françaises ont refusé. Donc, pour vous dire, il y avait des tentatives de retour, mais moi je pense que certains ont réussi, parce que j'ai eu tellement de témoignages qui disaient que nos ancêtres, ils ont construit des boutres, ils ont essayé de rentrer. Sur les Makua de Morundave, ils ont même mis de l'argent en commun, et ils ont demandé aux missionnaires de mettre leur argent dans des banques en Norvège. Non, mais il y avait vraiment une organisation pour vraiment s'organiser pour rentrer. Donc il y avait vraiment des stratégies économiques pour rentrer au Mozambique, mais donc ils en ont été empêchés et ils sont morts à Madagascar et sont devenus des ancêtres soit reconnus, soit qu'on a oubliés, de nombreux descendants. Alors ici, c'est un des villages Makua de Morundave qu'on appelait autrefois Murima-Be. Donc je ne sais pas si vous connaissez le terme Murima. Murima vient du terme swahili Mrima, qui veut dire la côte swahili, en fait, la côte en face de Zanzibar. Et à Madagascar, ce terme est employé pour désigner l'Afrique en général. Et donc, tous les Makua vont dire, nous, Bakaya Murima, nos ancêtres viennent de Murima. Et ils ont appelé parfois leur village, donc les affranchis, ça ce sont des villages d'affranchis de 1877, ils ont appelé leur village Murima-Be ou Murimakel. Et moi je vivais dans le village qu'on appelait Murimakel. Et donc le village de Bemukidzi
a été fondée par des Makua libérés en 1877 à Morondave. Ici, c'est très touchant puisque j'ai pu fouiller dans les registres d'état civil de Morondave et j'ai retrouvé des actes de décès d'ancêtres nés à Morima, d'ancêtres nés en Afrique, comme ici, celui de Pierre. Ici, c'était en 1946. Il est décédé, Pierre, un nommé Pierre à Bemokids, qui avait quelques 85 ans, de sexe masculin, fils des feux Mentiran et Wayao. Alors ça, c'est vraiment génial, puisqu'on retrouvait beaucoup de noms comme ça. Donc, Pierre, d'après les traditions orales recueillies à Bemokids, était un des fondateurs du village, qui était bien sûr un Makua né à Morima, né au Mozambique et qui avait été un ancien esclave. Et en fait, vous voyez ce que soit sa famille, soit en tout cas ses proches ont transmis à l'état civil, parce que lui-même était décédé, c'est pas lui qui a transmis cela, ce sont ses proches. Ils ont dit oui, il est fils de Mentiran et Wayao. Et en fait, ces noms nous permettent de retracer sa trajectoire, puisque Mentiran, c'était son port d'arrivée, c'est le port où il est arrivé à Madagascar. Et Wayao, c'est le nom d'un des principaux groupes socioculturels du Mozambique, les Yao, du nord-ouest. Donc vous voyez tout ce que ça peut nous dire. Ça nous dit qu'il était certainement d'origine Yao, du nord-ouest du Mozambique, et qu'il est arrivé à Mentiran. Donc à travers ces noms, on peut reconstituer des trajectoires. Et son âge aussi, puisque vous voyez, il est mort en 1946, il avait 85 ans, ce qui peut nous indiquer que voilà, il a certainement été déporté à la fin du 19e siècle. Voilà. Toutes ces indications nous permettent vraiment de reconstituer des trajectoires. Ici, c'est le village de Morimakel qui a été construit par Kazambu, le grand-père de Bwana Kazambu dont je vous ai parlé, qui lui était un ancien captif du Mozambique, mais qui avait été affranchi par son maître comorien. Et ce qui est très intéressant aussi dans son livret d'identité, c'est qu'il est évoqué, donc là c'est Kazambu, il est évoqué comme nom de père et de mère, donc Mouadzeri et Sitar. Et en fait, Mouadzeri, c'était son maître comorien qui l'avait affranchi et Sitar, en fait, c'était la concubine Makua de Mouadzeri, qui en fait n'était pas sa mère, mais qui était même certainement de sa génération et qui avait été déportée avec lui. Alors, ça c'est extrêmement intéressant, puisque dans les récits sur la traversée forcée des mers, les Makua rapportent que nos ancêtres étaient des frères et sœurs qui ont été déportés sur le même bateau. Au départ, je ne comprenais pas trop. Je me disais, c'est dans le registre du symbolique, bien sûr. Et en fait, ce qu'il s'est passé, c'est que la traversée forcée des mers a vraiment... c'était l'expérience de l'horreur que certains ont partagée en commun. Et ils se sont considérés comme des frères et sœurs, comme si au cours de cette déportation, il y a eu l'apparition d'une parenté fictive entre eux. Mais c'est devenu une parenté après biologique. Je vous explique pourquoi. C'est qu'encore dans les années 2000, ceux qui pouvaient se rattacher au même bateau à l'arrivée étaient considérés de la même famille et n'avaient pas le droit de se marier ensemble. Donc il y avait le tabou de l'inceste entre ceux arrivés sur le même bateau qui, de fait, étaient considérés comme des frères et sœurs. Et j'ai retrouvé plusieurs familles qui me disaient « Non, moi je ne peux pas me marier avec telle famille parce que nos ancêtres sont arrivés sur le même bateau. » Mais ça suppose aussi, pour les Makua, qui ont continué jusqu'au moins dans les années 2000 à se reconnaître une identité Makua, une culture, une histoire en commun, de pouvoir remonter le récit de la traversée des ancêtres. C'est ça qui fonde l'identité Makua à Madagascar, c'est la traversée des ancêtres. Et donc la mémoire est très importante. Et d'ailleurs, les Makua forment le seul ancien groupe servile à Madagascar qui conservait une mémoire historique. Pourquoi ? Parce qu'il y a cet au-delà des mers, il y a ce pays des ancêtres où les ancêtres n'étaient pas esclaves, où ils ont été libres, où ils avaient leur parenté. Et ça permet une ouverture, si on peut dire,
et la construction et la transmission d'une mémoire. Ici, c'est un autre village, Ansakemeroak, de Morundav, où j'ai retrouvé ce cahier extraordinaire avec, vous voyez, sur la gauche, des mots en makua et leur traduction en malgache. En fait, là a certainement été recopié dans les années 1970. Et c'est à cette époque-là, au moment aussi de la malgachisation de l'éducation à l'école, qu'on peut estimer la disparition de la pratique de la langue makua, donc dans les années 1970. Donc ça s'est maintenu quand même très longtemps dans certaines régions de l'Ouest, la pratique du makua. Mais voilà, à partir des années 1970, il y a vraiment une disparition de la pratique. Mais dans les années 2000, j'ai encore retrouvé ces cahiers-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ces cahiers, au début, à la fin du 19e siècle, parce qu'il y a vraiment des traditions qui disent que ces cahiers existaient depuis l'époque des ancêtres, depuis même au moment de la fondation des villages, après 1977. Donc vraiment, c'est des cahiers qui ont été tenus, mais pendant 100 ans en fait. Pendant 100 ans, on les recopiait, et ils passaient de village en village, etc. Et je pense qu'au début, ça a pu être utilisé pour apprendre le malgache, et à la fin, ça a été utilisé pour se souvenir du makua. J'ai pu à Morundav, à Majanga, à Mentiran recueillir auprès de descendants. La plupart étaient seulement les petits-enfants. 2 étaient les enfants d'anciens esclaves makua et qui parlaient encore la langue. Simplement, ils me disaient « Ah, ça fait plaisir de pouvoir... » Parce qu'ils me disent « Ça fait depuis 20-30 ans, je n'ai pas eu l'occasion de parler dans ma langue. » Et donc, ils m'ont transmis. Alors, j'ai enregistré des chants en makua. Et vraiment, le plus touchant, c'est qu'en revenant, surtout après 2008, après les enregistrements, j'en ai envoyé certains au Mozambique auprès de collègues historiens et linguistes. Et ils m'ont dit « Mais ça, c'est makua, c'est de chez nous, on comprend tout. Mais par contre, ils parlent vraiment à l'ancienne. Ils parlent vraiment de manière un peu démodée. » Pourquoi ? Parce que la langue évolue, bien sûr, et eux, ils parlaient comme le makua du 19e siècle. Donc pour eux, c'était... oui, on comprend tout, mais c'est un peu démodé. Alors, du point de vue aussi de la culture makua, la musique était très importante et les différents tambours. Et ici, c'est une photographie au musée de la photographie. Donc, oui, c'est vrai que je n'ai pas montré beaucoup de photographies, mais on pourra en rediscuter parce que je voulais justement peut-être éviter un peu les clichés. Et alors, ici, c'est une photographie que j'ai retrouvée à Tsimbazaz, aux archives de Tsimbazaz. Et il s'agit d'un orchestre dit makua. Donc, pendant la période coloniale, dans certaines endroits, il y a eu des situations, on va dire, favorables pour les Makua pour maintenir leur culture, qui a été, bien sûr, folklorisée. Mais elle a pu tout de même se maintenir. Et dans certaines régions de l'Ouest, comme à Morundav et surtout à Mentiran, des cultures Makua, donc notamment musicales, se sont maintenues vraiment très très longtemps. J'ai répertorié dans ma thèse, vous pourrez lire dans ma thèse, tout un lexique des noms des différents tambours, des noms des différents esprits associés au tambour, etc. Alors bien sûr, il y a eu une malgachisation des pratiques culturelles makua, et notamment, ils ont tout à fait intégré la culture du tchoum. Et il y avait des tchoum makua. Alors ça, c'est vraiment passionnant, parce qu'il y avait encore des tchoum makua dans les années 1970. Et les esprits parlaient makua. Ils venaient du Mozambique, ils parlaient makua. Et j'avais un témoignage d'une des cousines de Kazambu qui me disait, mais moi, donc elle était investie par les esprits, encore dans les années 1970, quand elle était jeune. Elle me disait, mais j'aimais pas parce que l'esprit était toujours en colère. Il voulait retourner en Afrique. Et elle me disait qu'il fallait la retenir, sinon elle se jetait dans la mer, dans le canal du Mozambique, parce qu'il voulait rentrer. Et pendant ces séances, elle pouvait boire des litres d'eau de la mer sans tomber malade. Alors ça, c'est aussi un témoignage assez poignant, puisqu'en fait, j'ai retrouvé dans des écrits, notamment l'écrit d'Alfred Grandidier, qui avait sillonné la côte ouest en 1869, à Mentiran. Et il témoigne de l'importance du trafic d'esclaves makua, et il dit notamment qu'on donne aux esclaves de l'eau mélangée à l'eau de la mer.
Donc, on retrouve ça dans la traite, en fait. Alors, simplement, pardon, j'ai été un peu long, mais pour vous dire que ces cultures makua, notamment musicales, les chum makua, les récits, les contes, il y avait une énorme littérature orale très très riche, les contes makua, les proverbes, et aussi les savoirs de leur société d'origine. Par exemple, certains anciens, que tout ça s'est maintenu pendant la période coloniale dans ces villages. Et des anciens me disaient, oui, nos grands-parents nous disaient qu'à Morima, donc au Mozambique, en Afrique, c'était différent, qu'on avait le pouvoir par la mère. Et effectivement, la société makua du Mozambique est encore aujourd'hui matrilinéaire. Et donc le lignage est par la mère, pas par le père comme c'est le cas le plus souvent chez les Sakalaves. Donc ils avaient vraiment maintenu pendant très longtemps la mémoire même des pratiques sociales et culturelles de leur pays d'origine. Alors, en 2008, à la fin de l'année 2008, j'allais repartir en France, après, je vous dis, un très grand terrain, et j'ai eu un problème de conscience. Je me suis dit, je ne peux pas rentrer en France et faire mes travaux de thèse et que les principaux concernés ne soient pas au courant. Et donc, je me suis dit, avec Azambou, il faut qu'on fasse quelque chose. Et avec les communautés de Morundav, on s'est organisé. Et alors, on a monté la première journée de commémoration des Makua à Madagascar, qui a été un événement reconnu au niveau national et qui s'est tenu sous le haut patronage du ministère du Tourisme de l'époque et de la Culture et financé entièrement par l'État malgache. Bon, on n'avait pas grand-chose, mais on l'a fait. Et donc, ça s'est tenu en novembre 2008 dans les villages Makua, à Bemokids, dans le village Makua de Morundav. Et c'était la première fois qu'il y avait un événement public vraiment sur l'histoire des Makua. Parce que l'idée, c'était pour moi de leur transmettre qu'est-ce qu'on a fait, qui est-ce qu'on allait interroger, qu'est-ce qu'on nous a transmis. C'était très important qu'il y ait ce premier retour auprès des communautés elles-mêmes. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et ça a été extrêmement bien reçu. J'ai même une présentation avec une grande carte en disant, voilà, les ancêtres qui viennent de Morima, on est allé à Tamburan, on est allé à Mentiran, on est allé à Morundav, on a vu telle famille, etc. Et les gens nous demandaient des nouvelles de leur famille qui était à Mentiran, ou etc. Et donc, c'était très important pour moi de faire ce retour-là d'abord, avant de rentrer en France et de faire ma thèse, surtout qu'elle a duré très longtemps. Donc, vous voyez bien que c'est un événement malgache avant tout, hein. Il y avait un sacrifice de zébu, il y avait tous ces éléments de Fumba que vous connaissez très bien. Il y avait beaucoup de monde. C'était un événement qui était régional, ça veut dire que c'était un événement pour toute la côte ouest. Donc on a relayé l'information à travers des radios locales et des représentants des communautés Makua sont venus de tout le Har de Mentiran. On a envoyé aussi des gens venus de Majanga. Vraiment différents représentants des communautés Makua sont venus de tout l'Ouest, à Bemokids, et certains ne s'étaient pas vus depuis des décennies. Enfin, c'était vraiment un très bel événement. Et dans le cadre de cet événement, il y a eu des Fumba Makua aussi. Donc il y a eu là des chants, des cantiques, des kurundui qui étaient chantés en Makua. Alors simplement, les dames qui le chantaient ne comprenaient pas ce qu'elles chantaient, puisqu'elles avaient oublié le sens des mots. Mais il y avait des mots encore en Makua qu'elles chantaient. Et il y avait aussi différentes spécialités makua, notamment du mouzizima, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un alcool fermenté à base de riz. En fait, les makua utilisaient beaucoup la farine de riz ou de manioc pour faire des plats ou de l'alcool. Là, c'est typiquement pela pela. C'est une spécialité makua qui était faite pour l'événement. Et alors, il y avait aussi, là c'est Shaobwana, un rappeur, je ne sais pas si vous le connaissez, parce que maintenant c'est peut-être un peu à l'ancienne. Alors, en fait, c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est que donc dans les années 2000, alors j'ai d'ailleurs un article qui a connu 3-4 rééditions sur l'identité makua dans le hip-hop à Madagascar dans les années 2000. Donc, comment cette identité makua a été réinvestie, réappropriée et positivée par la jeunesse à travers le hip-hop à Madagascar. Et comment il y a eu un renversement du stigmate
et comment en fait on s'est réapproprié et on revendique Makua Lai, un homme fort, Makua, comment on revendique en fait sa Makua-attitude, si on peut dire. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des chanteurs dans les années 2000 qui ont revendiqué l'identité Makua ne sont pas du tout descendants de Makua eux-mêmes, bien sûr, mais pour eux, c'est une manière de se rattacher à une identité africaine, de revendiquer aussi son appartenance africaine. Et c'était vraiment en fait une période qui était extrêmement riche, extrêmement formidable, de faire tout ce travail mémoriel et historique sur les Makua au moment où cette identité a commencé à être valorisée à nouveau à Madagascar à travers la jeunesse. Et voilà, je pense que c'est fini. Pardon, j'étais un peu longue.